Bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet assez fascinant. Salut, oui, tout à fait. Il y a quelque chose de profondément captivant dans l'analyse de ces moments charnières où le destin d'une institution sportive bascule. Parfois, la trajectoire de toute une saison ne tient pas à une planification méticuleuse élaborée en juillet. Non, c'est clair. Ça tient plutôt à la façon dont un club réagit face au chaos. Exactement, face au chaos absolu et aux imprévus les plus incongrus. L'objectif du jour, c'est d'analyser cette dynamique à travers le prisme d'une rencontre très spécifique de la Liga, le championnat espagnol. Une rencontre de bas de tableau, pour le coup ? Ouais. Il s'agit du match de la 23e journée opposant le Rayo Vallecano au Real Oviedo. Un match qui s'est conclu ce mercredi 4 mars par une victoire retentissante de 3-0 en faveur du Rayo. D'accord, décortiquons tout ça. Car sous la surface de ce score apparemment net et sans bavure, se cache une véritable leçon de gestion de crise et d'adaptabilité tactique. Il faut d'emblée poser le cadre de cette confrontation pour en saisir toute la gravité. On ne parle pas ici d'un match de haut de tableau où l'esthétisme prime, hein ? Non, pas du tout. L'enjeu central de cette rencontre, c'est la survie pure et simple en première division. Quitter cette fameuse zone rouge. Le Rayo Vallecano sortait d'un début d'année civile particulièrement rude, marqué par une inconstance chronique. Une inconstance vraiment flagrante, oui. Et une incapacité totale à capitaliser sur ces temps forts. Dans ce genre de situation, la pression médiatique et institutionnelle devient un facteur de performance à part entière. Je suis convaincu que cette victoire n'est donc pas qu'une simple accumulation de points. C'est une démonstration de résilience. Brutale même. C'est la démonstration d'un groupe qui a su inverser une spirale négative au moment le plus critique de son calendrier. Et le contexte de ce match est d'ailleurs une anomalie totale dans le football moderne ultra planifié. Cette rencontre de la 23e journée, elle n'aurait jamais dû se tenir ce mercredi 4 mars. C'est vrai, c'est assez fou quand on y pense. Elle a subi un report de près d'un mois, et la raison invoquée est presque lunaire pour un championnat de ce standing. L'état de la pelouse. L'état désastreux, impraticable de la pelouse du stade de Vallecas, oui. On se retrouve donc avec un calendrier subitement amputé, des cycles d'entraînement totalement perturbés. En fait, c'est un match qui flotte dans le vide pendant des semaines. Si l'on relie cela à une perspective plus large, un report de cette ampleur, ça agit comme une véritable faille sismique dans la préparation physique et mentale d'un effectif professionnel. La périodisation tactique, cette science de la planification des pics de forme, elle est instantanément réduite à néant. Complètement balayée. Pour une équipe en difficulté, comme l'était le Rayo Vallecano au moment initialement prévu pour la rencontre, un tel arrêt forcé offre deux voies antagonistes. La première, c'est la perte totale du peu de repères compétitifs restants. Ce qui plonge inévitablement l'équipe dans une léthargie fatale. Voilà. Et la seconde, beaucoup plus rare, c'est l'exploitation de cette parenthèse temporelle comme une pré-saison fantôme au beau milieu du championnat. Le staff technique a soudainement ce luxe inouï de bénéficier de semaines entières pour réévaluer les systèmes de jeu. Pensez les blessures aussi. Surtout, oui, et procéder à une réinitialisation psychologique du vestiaire. Au vu de la dynamique affichée par le Rayo ces dernières semaines, il est évident que cette pause imposée a été méticuleusement rentabilisée. Pour reconstruire un socle collectif solide avant d'aborder ce match en retard, oui. Absolument. La lecture de ce rapport de force prend une toute autre dimension quand on observe la situation du Real Oviedo avant le coup d'envoi. Oviedo se déplace avec le statut peu enviable de lanterne rouge. Avec tout le bagage émotionnel que ça implique. Exactement. L'attente d'un mois pour disputer ce match précis a dû peser lourdement sur leurs épaules. Pendant que le Rayo utilisait ce temps pour retrouver de l'élan, Oviedo voyait ce déplacement à Vallecas devenir de plus en plus crucial. Presque existentiel en fait. Le contraste de dynamique entre une équipe locale revigorée et des visiteurs embourbés dans l'urgence absolue, ça dicte nécessairement l'approche de la rencontre. C'est dans ce climat d'urgence absolue que les décisions d'Inigo Pérez, l'entraîneur du club madrilène, ont été prises. Et c'est là que ça devient fascinant. C'est là que ça devient vraiment intéressant, oui, car la composition de départ révèle souvent la posture psychologique d'un manager avant même le premier coup de sifflet. La feuille de match est toujours le premier acte de communication d'un entraîneur. Face à un adversaire qui n'a plus rien à perdre et qui va inévitablement jouer sa survie sur chaque duel, la tentation de l'excès de confiance ou, à l'inverse, de la frilosité, c'est un piège classique. Inigo Pérez devait calibrer son onge de départ pour asseoir une domination territoriale, tout en se prémunissant contre les transitions offensives désespérées d'une équipe acculée.
La gestion des profils individuels, en particulier dans les zones clés de récupération et de relance, devient alors de la microchirurgie tactique. En examinant de près les choix au milieu de terrain, la titularisation de Pathé Ciss s'impose vraiment comme une évidence dans ce schéma. Le milieu sénégalais conserve sa place dans l'entrejeu. On connaît son profil, un volume de course impressionnant. Une capacité incroyable à dratter des ballons dans les pieds adverses et une résistance à la pression qui permet de stabiliser le bloc équipe. Maintenir Ciss, c'est s'assurer que le tempo de la rencontre ne dictera pas sa loi au Rayo, mais que le Rayo imposera sa propre pulsation. En revanche, le secteur défensif offre une véritable rupture. Oui, Nobel Mendy, le jeune défenseur sénégalais, est relégué sur le banc. Et c'est Filipe Luis qui hérite de la place de titulaire dans la charnière centrale. La question se pose naturellement sur ce qui motive un remaniement défensif aussi spécifique face à l'équipe la moins prolifique du championnat. Le choix de Filipe Luis au détriment de Nobel Mendy illustre parfaitement la différence entre la théorie et le pragmatisme du terrain. Sur le papier, affronter l'équipe la plus faible pourrait ressembler à l'opportunité idéale d'accumuler du temps de jeu pour un jeune prospect comme Mendy. Le développement des jeunes joueurs nécessite ce type d'exposition, c'est certain. Cependant, la réalité comptable impose une toute autre logique. Inigo Pérez opte pour une assurance tout risque, Filipe Luis apporte un bagage d'expérience crucial dans le positionnement, la gestion de la profondeur et la lecture des trajectoires. Face à Oviedo, le danger principal ne vient pas d'attaques placées complexes en fait. Non, ça vient plutôt de ballons longs, de coups de pied arrêtés et d'erreurs d'inattention exploitées en contre. L'expérience de Luis permet de désamorcer ces situations de crise avant même qu'elles ne se matérialisent. De plus, sa qualité de relance offre une première rampe de lancement beaucoup plus sereine pour trouver Pathé Ciss et casser la première ligne de pressing adverse. C'est une décision qui sacrifie le développement à long terme sur l'autel de l'efficacité immédiate. On verrouille la fondation pour permettre aux joueurs offensifs d'évoluer avec l'esprit libre. La physionomie de la rencontre valide cette lecture de manière spectaculaire. Les Frangirojos n'ont pas simplement gagné, ils ont étouffé toute tentative de rébellion. Un monopole total. La maîtrise territoriale s'est transformée en un monopole du ballon et du rythme. Mais l'aspect le plus fascinant de cette domination ne réside pas uniquement dans les statistiques de possession. Il réside bien dans la chronologie chirurgicale des événements. Tout à fait. Le football est affaire de momentum, et la séquence qui encadre la mi-temps est un chef-d'œuvre de destruction psychologique, orchestré en grande partie par Georges de Frutos. L'ouverture du score intervient à la 44e minute de jeu. Le moment le plus critique. Le premier coup de poignard. L'impact de ce timing spécifique modifie fondamentalement l'équation de la rencontre. Un but encaissé à la 44e minute, ça dépasse largement le simple fait de modifier le tableau d'affichage. C'est une effraction psychologique majeure. Il faut visualiser la dynamique de l'équipe adverse. Les joueurs d'Oviedo ont fourni des efforts athlétiques immenses pendant une mi-temps entière. Pour maintenir leur bloc compact ? Oui, pour frustrer les offensives du Rayo, avec l'objectif clair d'attendre le sanctuaire du vestiaire sur un score de parité. Le plan de jeu tenait bon. Et soudain, quelques secondes avant le sifflet de l'arbitre, la concentration cède. L'énergie déployée pendant 44 minutes semble soudainement vaine. Le discours de l'entraîneur d'Ovidio, qui devait se concentrer sur des ajustements mineurs et le renforcement positif, doit être totalement réécrit dans l'urgence absolue pour éviter un naufrage mental. À l'inverse, pour Inigo Pérez, c'est la validation totale de l'approche du Rayo. Ça leur permet de revenir sur le terrain avec un ascendant émotionnel incommensurable. Et cet ascendant émotionnel s'est transformé en exécution sommaire dès l'entame de la seconde période. Le coup de grâce. Au lieu de voir une réaction d'orgueil d'Ovidio, c'est le Rayo Vallecano qui accélère. À la 50e minute, à peine le jeu repris, Georges de Frutos se